moi je viens du terrain et donc je vais intervenir comme quelqu'un du terrain. Je voudrais juste vous faire part de ce que j'ai observé et des conclusions auxquelles j'en suis arrivé étant très impliqué sur le terrain au Proche-Orient et en permanence là-bas. Et je me disais que ce qui s'était passé récemment, au mois de septembre, était vraiment un cas d'école pour pouvoir un peu pour illustrer un propos de Gédéon Lévy, qui est un journaliste éditorialiste, qui a écrit dans Haaretz du 28 septembre qu'il remerciait la mer Russie d'avoir remis Israël à sa place. C'est stupéfiant de lire ça. Et ça en dit très long. Et comment on peut en arriver à cette phrase voilà, tel est mon propos. Donc, je voulais déjà commencer très basiquement en disant quelque chose qu'on ne dit jamais assez, moi, c'est pour ça que je trouve qu'il faut le dire un peu plus, c'est que la diplomatie sert quand même à éviter la guerre, et qu'actuellement au Proche-Orient, avec la Syrie depuis 7 ans et demi, nous nageons dans une guerre énorme, que personne n'avait vraiment réussi à endiguer, à part en effet les Russes. Et que dans ce contexte, la diplomatie paraissait bien mal barrée pour plusieurs raisons, parce que la diplomatie, c'est parler d'égal à égal avec la personne qui est en face de vous, et en l'occurrence, on sentait qu'il n'y avait plus de niveau d'égalité. Donc il faut d'une part être crédible aux yeux de tous, il faut pouvoir être respectable d'une manière ou d'une autre vis-à-vis des belligérants et en l'occurrence donc des attaquants pour ce qui est de la Syrie. Et il faut savoir être discret pour pouvoir garder les susceptibilités diverses, surtout au Proche-Orient, où c'est, j'allais dire, une composante essentielle. Donc, dans ce contexte, on avait quoi? On avait la guerre en Syrie qui s'enfonçait. On a cette espèce de mascarade de l'ONU qui fait qu'au Proche-Orient, dès qu'on parle d'Israël, les gens n'y croient plus. Les gens pensent que l'ère du dialogue est terminée, que les mots ne servent à rien, qu'il faut passer à l'action. C'est la conviction de n'importe quel oriental quand on vous parle d'Israël. C'est que de toute façon, c'est un État voyou qui ne fait que ce qu'il veut. Et cette conviction était dure à stopper. Retrouver une crédibilité vis-à-vis de ça était dur à stopper parce qu'en effet, c'est toujours ce qui s'est passé. Et en effet, Israël, ces derniers temps, fait un peu tout ce qu'il veut. Et l'ONU parle. Et l'ONU condamne. Et l'ONU n'est pas contente. Et l'ONU, mais l'ONU ne fait rien. Et d'ailleurs, personne ne fait rien. Bon. Voilà que donc, en septembre, on a eu subitement une escalade des événements. Israël envoie des photos pour célébrer comment ça s'appelle elle envoyait des photos satellites de son satellite espion OFEC 11. Elle a envoyé des photos du palais présidentiel. C'est quand même une menace directe à un président de faire ça, du palais présidentiel syrien. Premièrement, Israël attaque par missile directement l'aéroport de Damas. Jusqu'à maintenant, ça avait été fait de façon un peu, ça a été par proxy, on va dire, mais c'était jamais direct. En temps, ils mitraillent un peu, enfin bon, c'était pas trop méchant. Et puis là, ils ont vraiment pilonné l'aéroport de Damas. Ils nous envoient les photos, ils diffusent, quand je dis nous, ils diffusent de façon mondiale les photos vues du ciel du palais présidentiel. Et enfin, il commence par attaquer les zones de Tartous et de l'attaquer, si vous vous souvenez bien, le 17 et 18 septembre. Il commence on pilonne Tartous, l'attaquer, Homs, la région de Bamias. Et donc ça monte jusqu'au moment où il va y avoir une erreur lourde de conséquences, puisqu'il tire sur un avion russe, un avion militaire russe, occasionnant la mort, donc ça c'est le 17 septembre. C'était vraiment l'acte de trop. Et ils vont tuer. Ils se planquent derrière. Ils se sont couverts. Oui, ils se sont couverts. En attendant, ils se protègent. Le fait est que 17 soldats russes sont morts. Et, oui, excusez-moi, 15. C'est le 17 septembre et c'est 15 morts, excusez-moi. Enfin, en attendant, ça fait toujours trop.
Et surtout, c'était un acte de trop. Là, donc, on a eu une escalade, on a cet acte de trop, et dans ce contexte-là, en même temps, et ça c'est intéressant, on va avoir trois choses essentielles qui vont se passer. D'une part, la Russie va réussir à Astana à arriver à un accord avec les Turcs et les Iraniens pour créer une zone tampon autour d'Idlib où on va avoir une démilitarisation. Il ne s'agit pas de partir, il s'agit de démilitariser tous les terroristes qui, au fur et à mesure du temps, avaient été envoyés par la Syrie à Idlib parce qu'on ne savait pas trop quoi faire d'eux. En gros. Bon. Premièrement, donc, ils réussissent à se mettre d'accord pour que sous le regard turco-russe, on démilitarise cette zone, ceci entraînant de facto l'annulation de la bataille d'Idlib qui avait été prévue par tous les grands journalistes européens comme la grande bataille et qui était le grand sujet. Donc on nous parlait alors là d'armes chimiques à gogo évidemment, puisque là c'était un drame humanitaire, c'était une catastrophe humanitaire, une arme chimique permanente, enfin, on a tout entendu sur cette bataille d'Idlib, et voilà que par cette signature à Astana, il n'y a plus de bataille d'Idlib du jour au lendemain, et on parle de démilitarisation de la zone d'Idlib. Si je peux me permettre, c'était très fin de faire ça, parce que c'était aussi une façon de faire revenir les Turcs dans ce conflit. Les Turcs dont la position était quand même, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle n'était pas claire du tout. Ça leur permet de revenir par une porte qui est assez noble, qui est la porte de ceux qui démilitarisent, qui est toujours beaucoup plus noble que la porte de ceux qui tirent. Pas secret. Et c'est assez fin, surtout quand on sait que les anciens, enfin que après 91, les pays qui sont partis du RSS sont majoritairement turcophones. Donc sur le long terme, la Russie n'a absolument pas d'intérêt à perdre ses bonnes relations avec la Turquie et qu'à sur le long terme, a somme toute plus d'intérêt en Turquie qu'en Syrie, si on regarde le réalisme, ne serait-ce que déjà à cause de cette turcophonie qui est essentielle. Donc, ça c'est la première chose. Deuxièmement, on va avoir le survol d'Israël. Alors ça, on n'en a pas parlé dans la presse française, et d'ailleurs c'était assez délicat d'en parler. On a eu le survol d'Israël par 12 avions Sukhoi 35. On n'en a pas du tout parlé en France. Pourtant, ils ont donc violé l'espace israélien en longeant les côtes à la vitesse des ultrasons, ce qui fait que vous avez sa prise de mur du son et ça fait une espèce de bang parfaitement terrorisant. Et ils sont partis de la frontière du Liban pour arriver jusqu'au Sinaï. Il faut savoir que ça, là encore, c'est très fin, dans la mesure où c'est une attitude très classique des Libanais. Les Libanais passent leur vie à violer l'espace aérien. Les Israéliens. Les Israéliens, excusez-moi. Vous avez compris. Vous aviez compris l'idée, comme quoi, malheureusement, les Israéliens, en effet, passent leur temps à violer l'espace aérien libanais, et c'est devenu une telle habitude pour les Libanais que n'importe qui a vécu au Liban, quand il entend un énorme bang, vous dit ah ben tiens, ce sont les Israéliens qui ont franchi le mur du son au-dessus de notre tête. Et là on dit mais il n'y a pas une histoire d'espace aérien, et les Libanais font si, mais ça faut voir avec l'ONU, ce qui chez les Libanais n'est jamais signe de beaucoup d'espoir. Bon. Donc ils ont été tellement habitués à ça, les Libanais, et c'est tellement une façon de dialoguer normale pour un Israélien que de violer l'espace aérien libanais, que finalement les Russes, en répondant de façon aussi rapide, et j'allais dire aussi non visuelle, à part pour les habitants d'Israël, qui eux ont parfaitement entendu les grands bangs, eux ont parfaitement vu une violation de leur espace aérien, qui eux l'ont vécu. Comment voulez-vous qu'ils se plaignent ? Comment voulez-vous qu'ils commencent à dire une phrase du genre « il est incroyable de violer l'espace aérien d'autrui » quand ils le font à peu près tous les jours chez leurs voisins depuis maintenant à 20 ans. Donc c'était très fin, c'était vraiment la réponse du berger à la bergère. C'est-à-dire, attention, on va commencer à titiller pareil. Attention, le dialogue, on est là. Non seulement on est là, mais on est bien là. Vous voyez ? Parce qu'en plus,
les avions dont on parle, je veux dire 12 avions Sukhoi 35, ça fait rigoler personne, hein, sans compter qu'ils étaient chargés, ils étaient armés jusqu'aux dents. Là, alors, ça c'est sûr que ça a fait directement baisser la tête des Israéliens. Et enfin, c'était une menace qui était à la fois discrète, qui n'était pas officielle et pour lequel il était impossible à Israël de répliquer. En tout cas, sur ce problème-là, sur cette problématique du viol de l'espace aérien. Et en ça, c'était très fin. La troisième action, ça va être tout de même l'action, l'annonce très officielle et très médiatisée de l'offre de S-300 à la Syrie, qui sont donc capables maintenant de répondre en cas d'attaque israélienne. Au moment même d'ailleurs, si vous vous souvenez bien, Netanyahou a lui menacé d'attaquer le Liban. Netanyahou s'est mis à menacer d'attaquer le Liban, puis là, finalement, les Russes décident qu'ils offrent ces S-300 à la Syrie. Mais il se passe un truc qui s'est quand même pas beaucoup passé ces derniers temps, les gens n'y croient pas. C'est-à-dire que Netanyahou menace, Israël menace, et les gens n'y croient pas. Alors ça, c'est rare au Proche-Orient. D'habitude, quand Israël menace, personne ne rigole. Et là, eh bien, les gens n'y ont pas cru. Monsieur Lavrov s'est simplement contenté de mettre en garde sur le fait qu'il ne fallait pas attaquer le Liban et que les conséquences seraient redoutables. Et d'un seul coup, silence radio, Netanyahou n'a pas remenacé Israël. Le Liban. Oh, excusez-moi. Vous êtes courageux parce qu'il est tard et en plus j'essaie d'essayer mon idée. Il se menace aussi soi-même. Quoi? Il se menace aussi soi-même. Voilà. Voilà. Ce qui est incroyable. Mais remarquez, et ce qui n'est pas faux. Donc voilà. Alors c'est très intéressant parce qu'on a donc un pays qui vient d'avoir 15 morts, qui sait d'où ça vient, et qui va nous donner une leçon de diplomatie assez redoutable, qui est quand même très bien soulignée par Gédéon Lévy quand il dit qu'il remercie Mère Russie. Pourquoi? Parce que d'un seul coup, déjà on ne parle plus de l'attaque d'Idlib. Donc on ne parle plus vraiment de guerre en Syrie, parce que pour le reste, c'est à peu près reconquis. Le territoire syrien a retrouvé sa souveraineté. Il y a encore un peu du problème sur le plan de des résorts, c'est évident, mais enfin on va dire que, moi je vais régulièrement en Syrie, ça va, les choses reprennent, la reconstruction est en marche, le pays a retrouvé sa souveraineté et sa dignité. Donc ça clôt un peu la guerre. Premièrement. Alors que tout le monde, et en particulier évidemment les médias occidentaux, étaient persuadés qu'on dansait sur un volcan et que... Voilà. Donc, on ne parle plus de guerre. On ne nous parle plus d'armes chimiques. Vous avez remarqué que ça c'est un sujet qui n'existe plus. Israël a complètement arrêté son escalade de violence. Il ne tire plus à tort et à travers. Les USA n'ont pas moufté, ils ont même été rappelés aux Saouds que finalement le pouvoir était entre leurs mains à eux. Ce n'est pas une conséquence négligeable non plus. Il est difficile de savoir pour l'instant dans l'alchimie comment ça s'est passé, mais je sais que maintenant, la zone tampon d'Idlib, ça y est, les djihadistes ont commencé à rendre leurs armes lourdes à l'armée syrienne. Étant entendu, je vous le rappelle, qu'une fois que ce sera fait, de toute façon, le territoire redeviendra souverain et syrien complètement. C'est ça, l'entente d'Astana. Et enfin, la Turquie a retrouvé une position claire par rapport à un conflit où elle s'était mise un peu dans le pétrin et surtout dans une position qui n'était pas tenable géopolitiquement parlant. Voilà. Donc, en gros, ce que je voulais vous dire, c'était que ce qui avait commencé par des tensions, et c'est le moins qu'on puisse dire, des tensions quand il y a 15 morts, israélo-russes, ont fini finalement par un aimable domptage donné par un ours pour commencer d'assainir diplomatiquement un capharnaüm régional. Et personnellement, je trouve ça assez fort. Je vous remercie.